Disons-le tout de suite, notre invité a un personnage qui lui colle à la peau. Lorsque vous voyez son visage, vous êtes un certain nombre à la revoir sur TF1 dans les années 90, avec un uniforme de gendarme. Oui, notre invité a incarné pendant une douzaine d'années Isabelle Florent, cette femme d'honneur qui réunissait chaque semaine entre 9 et 11 millions de téléspectateurs. Imaginez-vous, elle a parfois frôlé les 50% de part d'audience. Et alors que la situation était plutôt confortable, un jour, elle a dit stop. Elle a repris sa liberté d'actrice, d'artiste, de femme entrepreneur. Elle a un peu disparu de vos écrans, mais pour mieux vous retrouver au théâtre. Et vous êtes nombreux à l'avoir suivie sur les planches, et notamment dans Europeana, une brève histoire du XXe siècle, son premier seul en scène qui retrace les grandes étapes du XXe siècle dans les yeux d'une femme apparemment ordinaire. Les guerres mondiales, mai 68, l'IVG, la place des religions, tout y passe. Et tout est finalement très 21e siècle quand on y pense. Ce spectacle lui a-t-il permis de regarder notre monde autrement? Quel est son regard sur notre époque? Posons-lui ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Corinne Touzet. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournant, au Sénat. Plus de 20 ans après la fin du XXe siècle, on se rend compte que l'histoire est finalement assez loin d'être terminée. On reparle IVG, on reparle guerre, on reparle religion. C'est presque décourageant, non, de voir à quel point les choses se répètent? Oui, on régresse même. On régresse. Vous trouvez qu'on régresse? Ah oui, je trouve, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est plongé dans ce texte de Patrick Ourednik avec Virginie Lemoine, mon metteur en scène, les bras nous sont un peu tombés. C'est-à-dire qu'il y a des phrases dans cette pièce où je dis par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, que tout le monde était persuadé que ça n'arriverait plus jamais. Personne ne pouvait imaginer que ça recommencerait. Donc je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, ce qu'on a à supporter quand on regarde les infos est aberrant. C'est pas normal qu'avec l'intelligence humaine et la faculté que nous avons, les livres que nous avons lus, qu'on permette qu'il y ait une guerre à 2 heures de chez nous et qu'on ne puisse pas l'arrêter à cause d'un seul homme. On marche sur la tête. Mais si vous me lancez là-dessus, on va être très très mal, parce que je suis très passéiste et je sais que ça n'est pas une preuve d'intelligence, mais je pense que maintenant je le revendique. C'est-à-dire que autant quelquefois j'ai beaucoup culpabilisé en me disant « mais vis avec ton temps, le monde a changé, ok ». Mais ce spectacle... j'ai besoin de le faire pour parler aux jeunes. J'ai une fille de 29 ans qui lit. Et je trouve que cette génération qui lit, j'ai envie de la rencontrer à côté de cette génération qui ne lit plus. Voilà. Et je voudrais m'adresser à tous ces jeunes qui ne lisent plus et leur raconter ce siècle, parce que ce siècle, il est allé à la vitesse de l'éclair, véritablement. Parlons de votre XXe siècle à vous. Il a été marqué par le rôle dont je parlais en introduction, celui qui vous poursuit un peu, cette femme d'honneur, Isabelle Florent. Je sais que vous assumez parfaitement ce rôle et que vous en êtes très fière, donc j'en parle assez librement. Mais je voudrais qu'on l'éclaire avec une autre lumière, et celle du XXIe siècle, justement. On est en 96, quand la série commence sur TF1. On est très loin de MeToo, très loin des revendications féministes d'aujourd'hui. Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de penser que mettre en premier rôle d'une série en prime time, sur la plus grande chaîne d'Europe, et qui plus est une femme dans un métier d'homme, il y avait quand même quelque chose de, je vais dire le mot, d'un peu révolutionnaire et de très féministe. Ah oui, c'était très courageux de la part du producteur. C'est sa première et unique série télévisée. C'est quelqu'un qui venait de la publicité, qui s'appelle Christian Ferlet, qui nous a quittés depuis, et qui avait décidé que ce serait une femme qui aurait le rôle principal et qui aurait une équipe d'hommes à ses côtés. Alors j'ai démarré adjudant-chef, j'ai fini lieutenant. Je ne suis pas passée capitaine. Elle est peut-être là, la limite. Mais ce qui est très intéressant, c'est très important, et je le répète, mais c'est pas grave, c'est que tous les gendarmes qui nous entouraient, à part les 4 personnes qui étaient proches de moi, n'étaient pas des acteurs, c'était des militaires. Du coup, ça donne... teniez à carreau, du coup. Oui, ça donne une crédibilité. En plus, c'est le CIRPA gendarmerie qui supervisait les scénaristes. C'était très sérieux. C'était quelque chose de... Voilà, c'était respecté et respectable, si vous voulez. Donc, on était dans une autre époque, oui.
En 97, lors de la cérémonie des 7 d'or, les Français vous élisent meilleure comédienne de téléfilm. Ça m'a donné envie de me pencher sur le palmarès de l'époque. La même année, Véronique Jeunesse gagne le 7 d'or de la meilleure comédienne dans un feuilleton pour Julie Lescaut. On retrouve aussi Annie Dupéret, Mimi Mati, que des femmes qui sont restées dans le cœur des Français jusqu'à aujourd'hui. Ça donne l'impression que les années 90 ont quand même fait la part belle aux femmes comédiennes sans que ça passe par un combat. C'est une illusion de le penser. Il y a quand même eu un combat. Ah oui, il y a eu un combat. Pour moi, alors je ne connais pas l'histoire des autres. Oui, je la connais pas. Je connais bien Annie Dupéret, mais moi j'en ai bavé. Si, j'en ai bavé. Ça a été très compliqué, très long. Alors, je vais faire court parce que ça pourrait être très long. D'ailleurs, je suis en train d'écrire mes mémoires, mais je vais faire court. Ouais. C'est qu'en fait, je suis arrivée avec ce corps. Je n'ai aucun problème à en parler. Typiquement des années 50. Donc, j'ai des formes. Je les aime bien, je les assume, tout va bien. Mais je suis arrivée. La mode, c'était Miu Miu et Sandrine Bonner. Donc, moi, on me castait et on me disait toujours trop grosse et trop typée. Vous disiez trop grosse. Ah oui, oui. Trop grosse, trop typée. Trop typée. Voilà. Donc, je suis d'origine antillaise et italienne et j'ai la peau que j'ai et je ne suis pas bronzée, je suis comme ça toute l'année. Voilà, je tiens à préciser, c'est très important. Donc, ça a été un combat quand même de vous faire accepter. Je rigole, je plaisante un peu, mais ce qui a été compliqué, c'est d'arriver à pouvoir être qui je suis et d'arriver à trouver les rôles que j'avais envie de faire. Et ce succès m'a permis d'avoir un petit peu plus confiance en moi et c'est comme ça que j'ai réussi à monter ma société de production. Mais avant, toutes ces idées que j'avais, ça bouillonnait, ça a toujours bouillonné, j'osais pas y aller. Et pour vraiment répondre à votre question, sans vouloir en rajouter, les années 80 pour les femmes qui voulaient être comédiennes étaient absolument terrible. C'est-à-dire que, on va dire que les hommes ne se conduisaient pas extrêmement bien, qu'il fallait avoir vraiment du répondant et vraiment une forte personnalité pour tenir le coup. Vous avez été dans des situations délicates, dangereuses ? Bien sûr, bien sûr. Et quand vous voyez aujourd'hui alors le combat de ces femmes, et je pense par exemple à Adèle Haenel qui quitte le cinéma parce qu'elle considère que le cinéma cautionne justement un système sexiste, vous leur dites bravo à ces femmes et vous leur dites on aurait dû faire la même chose, nous on a été peut-être un peu trop accommodantes. Moi je vais être très très simple, on ne pouvait pas. C'était absolument impossible, ni de dialoguer, ni de discuter, sinon on ne travaillait pas. Je ne suis pas la seule à l'avoir dit, donc c'est pas un scoop, mais c'est notre génération, c'était comme ça. La libération, elle est extraordinaire. Cette parole qui circule, elle est capitale. Et je trouve ça formidable. Je trouve aussi formidable quelque chose qui pour moi a été compliqué à comprendre et à gérer. C'est l'indépendance et la force des jeunes femmes aujourd'hui par rapport à leur corps, à cette liberté qu'elles ont de s'assumer telles qu'elles sont, de s'habiller comme elles ont envie, car nous ne pouvions pas le faire. Et donc ça m'impressionne beaucoup et je trouve cette jeunesse forte, extrêmement indépendante et magnifique. Vraiment. C'est intéressant parce que ce qu'on remarque quand même dans votre carrière, c'est votre soif d'indépendance à vous, oui. Votre soif de liberté, votre besoin viscéral de ne pas être enfermé dans un carcan. Oui. C'est ça qui vous fait quitter la série Une femme d'honneur. C'est aussi ça qui vous fait refuser, je crois, un rôle dans Un si grand soleil, qui est quand même une série qui cartonne sur France Télévisions. À chaque fois, vous avez peur d'être prisonnière, d'étouffer ? Alors, pour mieux comprendre mes réactions, il faut repartir un petit peu avant, parce que des séries, j'en ai fait 4 ou 5 avant La femme d'honneur, mais on ne me parle que de La femme d'honneur. Et je comprends, bien sûr, vu son succès, et je l'aime. Mais du coup, ça faisait 30 ans déjà que j'incarnais des héroïnes récurrentes. Et ce n'est pas la lassitude qui m'a fait partir parce que j'adore ce personnage. C'est que j'avais envie de proposer des choses et qu'on ne m'écoutait pas. Donc j'arrivais avec des idées de scénarii, avec des histoires. J'en avais plein mes tiroirs, des histoires. Et on me disait non à chaque fois parce qu'on me disait reste où tu es en fait. Tu es bien là. Oui. Et c'était quoi ? Je suis bien là où je suis. Là où vous étiez, en tant que femme ou en tant que comédienne ? En tant que comédienne. En tant que comédienne. Et du coup, c'est vrai que j'ai attendu longtemps.
Et les 3 dernières années, voilà, la coupe a débordé. Mais alors, quel est votre regard sur le succès, par exemple, de HPI, qui est une série qui bat tous les records d'audience sur TF1, Audrey Fleurot qui incarne Morgane Alvaro, un rôle fort, une actrice puissante, qui prend toute la lumière, elle aussi. En 25 ans, on est passé de Isabelle Florent à Morgane Alvaro. Dans un autre genre qui a cartonné aussi, on a Capitaine Marlowe, joué par Corinne Maziero, pas du tout diplomate, un humour grinçant, plutôt porté sur l'alcool. Vous y voyez une évolution des attentes du public, où on aimait plutôt les personnages un peu lisses, un peu consensuels. Aujourd'hui, on aime les personnages piquants. Oui, je pense que les gens n'avaient pas trop envie d'être déstabilisés ou dérangés. Moi, souvent, j'ai entendu ça. Il faut les rassurer. Il faut rassurer les gens. Et c'était une époque où on avait très peu de marge de manœuvre, nous, en tant que comédienne. Par exemple, mon personnage n'a jamais eu d'aventure. Moi, j'arrêtais pas de dire, je vous en supplie, je voudrais qu'elle se bourre la gueule au moins une fois dans sa vie. Et si on allait danser, je disais, allez, on va en discothèque. Mais c'était pas possible. Vous voyez où on en était. Donc, vous auriez aimé incarner une Morgane Alvaro? Mais HPI, je trouve que c'est un rôle extraordinaire. J'adorerais ça. C'est pour ça que je fais du théâtre. Parce que sur scène, quand j'étais notamment avec Christian Vadim au Théâtre des Variétés, j'ai tout explosé, c'est-à-dire que j'ai déshippé, j'ai déconné, j'ai fait l'idiote, la folle, je danse, je crie, je pleure, je ris. Je suis comédienne, moi. Il suffit qu'on me donne un canevas, c'est tout. Mais à l'époque, c'était pas possible. On nous demandait toujours de jouer la même chose, et c'est aussi pour ça que j'ai fait mes films à moi, et c'est pour ça que le premier que j'ai fait écrire, c'est un rôle de SDF. Et Demain Paula, c'est un de mes plus beaux téléfilms. C'était une femme qui avait tout perdu, qui était avocate, qui vivait dans la rue. Et moi, je me souviens très bien avoir porté ce projet à TF1, et on m'a répondu, ça ne marchera jamais. Donc je suis allée à France Télévisions. Je suis tombée sur une femme exceptionnelle qui s'appelle Laurence Bachmann, qui était donc directrice des programmes de la fiction à l'époque, qui m'a dit oui, mais elle l'a même pas lu. Elle m'a dit oui. Et on a fait 8,5 millions de téléspectateurs. Votre soif de liberté vous a donc mené vers le théâtre et vers le métier d'entrepreneur de spectacle. Depuis 15 ans, hein, vous êtes quasiment sur scène tous les ans, dans toute la France, et vous y tenez. Juste une embellie, Alors on s'aime, Voyage en ascenseur, Un nouveau départ. Et vous avez dit un jour, le théâtre, c'est mon bonheur. C'est cette liberté dont vous parliez qui vous transporte, c'est ça que vous trouvez dans le théâtre? Alors la scène, je suis pas la seule, tout le monde doit vous dire la même chose, mais c'est pas grave. Sur scène, je me sens en liberté, je suis libre, il peut tout m'arriver, d'ailleurs, il m'est tout arrivé, puisque on peut avoir un trou de mémoire, on peut être obligé... Ça vous est arrivé? Ah bien sûr, mais ça arrive à tous les acteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On plonge, on plonge. On improvise? Alors, soit on improvise si c'est possible, là je vais être seule, donc ça va pas être possible. Mais il y a des copains en face qui vous tendent une perche, et là vous faites qu'est-ce que je réponds, mais qu'est-ce que je réponds. Bon, ça c'est anecdotique parce que bon, ça peut arriver tout le temps. Mais la liberté, c'est surtout la liberté. J'ai l'impression, je dis toujours que quand on travaille sur un spectacle, on est enfermé dans le noir pendant 2 mois. Je dis souvent, j'ai l'impression d'être un sculpteur devant une motte de terre, vous savez, ou de glaise, ou de ce que vous voulez. Et tous les jours, on façonne, on façonne, on façonne. Et ce qui me fascine quand je vous parle de liberté, c'est que entre la première, où on est dans un état pitoyable, de stress, et vraiment et très malheureux plutôt qu'heureux, sauf à la fin, une fois que c'est fini. Mais tous les jours, le spectacle est différent. Tous les jours, on progresse et on creuse et on creuse. Et quand arrive la 50e, même la 10e, ça y est, on est heureux et on est libre, on est en liberté. Donc on peut tout essayer, on peut tout faire sur scène. Et puis ce que je lisais, c'est que vous avez fait venir des gens au théâtre, des gens qui n'allaient jamais au théâtre, mais parce qu'ils vous suivaient dans les séries télé, notamment dans Une femme d'honneur, ils sont venus au théâtre pour vous. C'est ma grande fierté. C'est chouette. Et c'est tous les jours, hein. Tous les jours, il y a des gens qui m'attendent pour me dire « J'étais jamais venue au théâtre de ma vie, c'est la première fois. » Mais c'est mignon, il me dit « Je voulais vous voir en vrai. » Alors je dis « Ça va, vous n'êtes pas trop déçus ?»
J'ai un document à vous proposer, Corinne Touzet, qui est délivré par nos partenaires, les Archives nationales. Ne sortez pas les lunettes, je vais le décrire, ce merci. document. Vous inquiétez pas, pour les gens qui nous écoutent. Et vous allez comprendre, vous, pourquoi je vous le propose. Le public peut-être un peu moins, mais vous allez leur expliquer. Il s'agit de l'annexe du passeport français, l'équivalent d'un visa, d'un membre de la famille Fratellini, en l'occurrence Paolo Fratellini, sur lequel on peut lire qu'il est autorisé à entrer sur le sol français pour exercer son métier de clown. J'imagine que ça vous touche un peu, vous, l'amoureuse du cirque et de l'Italie. Ah oui, bravo. Parce qu'on ne sait pas étudié forcément. avant de venir. Un petit peu. J'ai un peu bossé. Alors oui, je suis clown de formation, c'est mon premier. C'est comme ça que j'ai commencé, dans la rue même. J'adore ça. C'est une passion. Le cirque est une passion, donc j'y vais tout le temps. Je vais tout voir. Je connais tous les clowns de France et de Navarre, et même de Suisse, de Belgique et d'Italie. Alors Fratellini, oui, bien sûr, puisque j'ai disons, souvent été chez Annie Fratellini dans son école et voir ses élèves qui faisaient un travail merveilleux. Et Pierre Etex, donc, avec qui j'ai une ou deux fois pu échanger, qui était mon héros, tout comme Charlie Chaplin. Et alors, oui, l'Italie, parce que mon grand-père, donc mon arrière-grand-père maternel, avait passé la frontière un peu comme ça et s'était installé en France et il s'appelait Beaco, B-E-A-2-C-O. Et oui, c'est un pays où je suis tout le temps, où je vais tout le temps et où je pense que je finirai ma vie, que j'aime profondément. Le cirque arrive dans votre vie à l'adolescence. Vous faites la rencontre d'Yves Quignot, qui vous accueille dans son école de cirque et qui vous forme aux techniques de clown. À ce moment-là, vous trouvez aussi un peu une famille, un univers qui vous sort aussi de la solitude de la petite fille unique. Il y a un peu de ça. Alors, il y a un effet de troupe aussi. Vous êtes une femme de troupe finalement. Alors, je pense que je suis une femme de troupe profondément. Ouais. Mon rêve, c'est d'avoir un petit lieu à moi quelque part dans le trou du cul de la France. Pardon, excusez-moi, c'est comme ça que je parle dans la vie. Et un petit lieu comme ça, 200 places, 150 places, ça m'irait très bien. Puis je cherchais une famille parce que mes parents se séparaient, ça allait très très mal à la maison. Et j'avais trouvé voilà, ce subterfuge pour m'absenter. Un refuge. Voilà. Et c'est vrai qu'on formait une troupe, donc c'était... Et à la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille qui se lance dans la vie, à la petite fille que vous étiez ? Mon Dieu. Avant qu'elle ne se lance, qu'est-ce que vous lui diriez ? Elle voulait être vétérinaire, la petite fille, donc elle a un peu... C'est drôle. Oui. Aucun rapport. Je voulais être vétérinaire parce que je passe ma vie avec les animaux. Après, je voulais être interprète parce que j'étais archi douée et je parlais les 3 langues couramment quand j'étais à l'école. Bon, ça se faisait tout seul et je lui dirais arrête d'avoir peur parce que je suis quelqu'un qui doute de tout le temps. Et je trouve qu'à un certain âge, c'est fatigant. Et en même temps, Virginie Lemoine me dit, parce qu'elle est comme moi, elle me dit si on ne doutait pas, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et je crois qu'elle a raison. Et c'est marrant, j'allais y venir parce que vous étiez très mal dans votre peau quand vous étiez enfant et ado. Et ça semble toujours assez paradoxal, alors que c'est fréquent que des artistes disent qu'ils sont très timides, très mal dans leur peau. Et pourtant, ils s'exposent. Ils sont complexés, mais ils s'exposent. Je ne sais même pas si finalement il y a un paradoxe. Est-ce qu'on vient chercher l'amour dans le regard des autres ? Il y a quelque chose de cet ordre-là ? La confiance dans le regard des autres ? Je sais pas, je pense que j'ai pas mal brûlé, c'est-à-dire que j'ai cherché à me faire peur, à me faire violence, je crois beaucoup. Et il faut avouer que ce plaisir, cet immense bonheur que m'apportait le jeu, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc quand j'ai démarré, c'était au lycée, j'avais l'impression que c'était possible. Et qu'il fallait que je recommence pour voir si c'était vraiment quelque chose que je savais faire. Et en fait, je me suis aperçue que oui, je savais faire, mais mon manque de confiance en moi faisait que j'étais constamment en train de me dire est-ce que je continue ? Et il y a eu une rencontre déterminante, c'est Marion Sarraud. Parce que Marion Sarraud, quand je suis arrivée à Paris, 1981,
J'avais jamais vu une caméra de télévision de ma vie parce que je voulais faire du cirque et du théâtre, c'est la deux choses qui m'intéressaient. Et il fallait que je paye mon loyer, donc j'ai passé des auditions comme ça à la SFP rue des Alouettes. Et j'ai été prise et j'ai appris mon métier sur le tas. J'ai appris mon métier avec 3 caméras autour de moi en permanence. On a tourné à la façon des Rois Maudits, donc c'était mon premier rôle. J'étais vraiment pas dégrossie du tout. Et je n'ai aucun problème à en parler. J'avais 21 ans et j'ai appris, mais j'ai démarré comme ça. Et là, le bonheur d'être sur un plateau, il était énorme. Et pourtant, vous n'aviez pas envie que votre fille suive le même chemin. Vous étiez très soulagée quand elle vous a dit qu'elle ne voulait pas être comédienne. Pas pareil, vous êtes maman. Elle est donc styliste et ça vous a beaucoup soulagée qu'elle ne choisisse pas. Pourquoi Parce que c'est dangereux comme métier, parce qu'il faut avoir les nerfs solides, parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules, parce qu'il faut avoir une vie privée, parce qu'il faut, il faut rentrer dans une maison où l'on se sente bien et que c'est pas facile d'être équilibré quand on fait ce métier. Et je trouvais qu'à son âge, mais heureusement ça ne l'intéressait pas du tout, mais à son âge, je trouvais ça... J'avais peur. Voilà, j'avais peur pour elle, en fait. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est la maman qui a pris le dessus sur la raison. J'ai des photos à vous proposer, Corinne Touzet. Ça fait partie de nos rituels dans cette émission. La première, la voici, c'est une photo qui date de 1999. Vous êtes avec le comédien Yves Régnier et la présidente de la Société protectrice des animaux, Jacqueline Fauché, au refuge de Gennevilliers, c'est tout près de Paris. C'était lors de la 11e journée mondiale des animaux. Et ce sujet, c'est vraiment votre combat, hein. Vous êtes une ardente défenseuse de la cause animale, on l'ignore un peu. Ça vous vient d'où ? Oh, on l'ignore pas trop, mais ça me vient de mon enfance. Mes parents avaient des animaux. Je suis née dans une maison où il y avait 3 chiens. Moi, je passe ma vie entre les chats et les chiens. Effectivement, j'ai un peu tendance à vouloir sauver le monde entier. Donc, je fais tout ce que je peux. Je passe tous les coups de fil de la terre dès qu'il y a un animal isolé. Il y a des animaux meurtris, des animaux qu'on frappe, des animaux qu'on jette par la fenêtre. Qu'on jette des voitures aussi, tout ça me rend malade, me ulcère et je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour essayer que ça change. Ça vous émeut même quand vous en parlez, hein ? C'est un combat. Alors, dans un autre registre, une deuxième photo. Là, on est en 2006, une photo de 2006, lors du 59e Festival de Cannes. C'est votre montée des marches, c'était votre pour la projection du film d'Almodovar. Alors, plus jamais une robe rouge sur le tapis. Mais si, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Vous fondiez parfaitement dans ce tapis, c'est très majestueux. Le cinéma, vous en avez fait un petit peu. Votre premier grand rôle, c'était La Rumba de Roger Hanin, 1987. Pourquoi pas davantage ? Est-ce que le monde du cinéma est un peu fermé ? Alors, à cette époque-là, le cinéma ne faisait pas appel aux acteurs qui faisaient un peu trop de télévision. Et moi, je faisais beaucoup de télévision. Et le cinéma ne se montrait pas très intéressé ni chaleureux à notre égard. Par snobisme ? Pourquoi, d'après vous ? Je ne sais pas, il faut leur demander. Je m'en fiche complètement. C'est dommage, parce qu'ils sont passés à côté de plein d'acteurs merveilleux qui auraient adoré faire ça. Mais nous, on n'a pas eu le droit. Voilà. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les acteurs de cinéma qui vont vers la télévision, vers les séries. Et tant mieux, tant mieux. Il y a plein d'acteurs de cinéma merveilleux qui sont dans des séries qu'on adore, que ce soit sur des plateformes, je ne vais pas dire le nom. Mais à l'époque, c'était pas possible. Non, c'était 2 mondes totalement fermés. Une dernière photo, un peu plus en forme de clin d'œil, évidemment. Ce sont les 3 projets de nouvelles tenues dans la gendarmerie. Ah, j'allais dire, je ne les connais pas, ceux-là. Oui, on est en pleine phase d'expérimentation. 2 sortes de polos et puis une chemise. Laquelle vous choisiriez ? C'est pas très saillant. Hein. Pas ça terrible. Laquelle vous choisiriez-vous ? Moi, je préfère celui-là. Là, Au milieu ? Non, celui de gauche. À ma droite. Oui. Voilà. Oui, c'est plus. Oui. Pas toujours confortable de jouer avec une tenue de militaire, j'imagine. Alors moi, j'ai triché, vous savez. Non, je savais pas. Ah bah dites-moi. Bah non, je sais pas. Alors les matières n'étaient pas les matières, comment on dit réglementaires. Réglementaires. Les matières n'étaient pas réglementaires. Et les matériaux étaient raides et rêches, ils le sont, et trop lourds à porter, en tous les cas pour quelqu'un qui est, ce qui n'est pas le cas des gendarmes, entouré de 40 projecteurs. À l'époque, il n'y avait pas de LED, donc c'était des projecteurs. Bon. Et à chaque fois que j'avais des scènes d'action, il fallait que je passe un treillis, parce que je ne pouvais pas courir avec... l'histoire, c'est que j'avais fait refaire la jupe de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus féminine. Parce que la jupe des femmes gendarmes, elle est ouverte... Sur les côtés ? À 4 endroits. D'accord.
Et moi, je ne pouvais pas courir avec la mienne. Et donc, en fait, j'ai payé l'addition très cher parce qu'à chaque fois, il fallait qu'on trouve un subterfuge pour que je puisse passer un treillis pour pouvoir sauter de l'hélicoptère. Voilà. Non, donc, on apprend des années plus tard que vous trichiez sur... Ok, c'est du beau. Par contre, les femmes gendarmes que j'ai croisées appréciaient énormément mon uniforme. Voyez. Une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Corinne Touzet. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Nous avons ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice, et juste derrière moi, il y a l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle tout particulièrement ? Ouais, c'est la justice, parce que je trouve qu'on vit dans un monde extrêmement injuste. Pardonnez-moi de finir comme ça, mais c'est un monde dans lequel je suis en souffrance. Donc j'essaye de trouver des subterfuges pour arriver à le supporter. Et je trouve qu'on est entouré d'injustice au quotidien et de façon internationale, on va dire, pour résumer. Et donc, la boucle est bouclée parce qu'on en parlait en début d'émission, effectivement. C'est important. Merci beaucoup Corinne Touzet d'avoir été avec nous dans ce beau rendez-vous d'un monde, un regard. Merci de nous avoir fait partager votre regard et votre monde. Merci, et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat. Merci.